Bonjour à tous, je suis Gaël Caron et je serai votre présentateur pour ce webinaire qui va parler des infrastructures cloud et notamment de l'infrastructure cloud AWS et de la conformité GXP. Donc voilà, je suis très heureux de pouvoir présenter ce webinaire. Et je vais attendre encore peut-être une minute ou deux, le temps que l'ensemble des participants puissent arriver. Et puis, nous allons plonger dans le sujet rapidement. Voilà, en vous remerciant à tous d'être à l'heure pour cette présentation et en vous souhaitant un très bon webinaire. Voilà, je pense que à présent tout le monde est arrivé, donc je vous remercie une fois de plus d'assister à ce webinaire et nous allons commencer dès maintenant. Donc voilà, donc je suis Gaël Caron, donc je suis un ingénieur chez ADN et je m'occupe plus particulièrement de nos activités autour du cloud et notamment du cloud AWS et je cherche aussi à concevoir un ensemble d'outils et de méthodologies qui vont nous permettre d'assurer la conformité GXP pour les infrastructures cloud. Donc je vais peut-être couper ma caméra pour laisser plus de place à la présentation. J'espère que tout le monde m'entend bien. Donc au cours de ce webinaire, il y aura quelques petites questions que je vous poserai qui nous permettent à nous de mieux situer les besoins des participants et l'intérêt, enfin les sujets sur lesquels ils ont un intérêt prépondérant. Donc je vous remercierai de bien vouloir y répondre. D'autre part, normalement, vous êtes capable de récupérer, quand vous voulez, au cours de ce webinaire, un ensemble de documents qui sont disponibles. Donc vous trouverez un document sur l'utilisation de Amazon Web Services en milieu GXP. Vous trouverez un document aussi concernant, en fait, vous retrouverez la présentation de ce webinaire au format PDF. Vous retrouverez un flyer de notre outil Cloud Validation que je présenterai à la fin de ce webinaire. Et enfin, deux petites vidéos sur des aspects que nous n'aurons pas le temps de traiter aujourd'hui, qui sont les aspects de backup et de recovery, qui sont aussi importants pour les qualifications GXP. Mais malheureusement, bon, sur un webinaire d'une heure, il sera difficile de couvrir tous les sujets et puis ça fera peut-être un peu trop d'informations. Donc c'est pour ça que je vous les ai mis en téléchargement. Et enfin, avant que nous plongions vraiment dans le contenu, je vous rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Donc vous pouvez lever la main
Et puis moi, je levais la main ou écrire une question. Et moi, je verrai sur l'écran de contrôle et puis je pourrai vous répondre ou vous donner la parole quand c'est nécessaire. Voilà, j'espère que le son fonctionne bien et que tout le monde m'entend et je vais à présent démarrer tout de suite. Donc, chez ADN, depuis, nous, on travaille sur les aspects cloud depuis environ 2 ans et donc on a fait une série de webinaires déjà sur les problématiques cloud. Donc vous pouvez, là je vous en ai mis quelques copies d'écran de ce qu'on a fait. Donc il y a un webinaire sur les sauvegardes et les restaurations, les plans de secours que vous pouvez retrouver. Il y a un webinaire qui est plus dédié à ce qu'on appelle la différence entre la qualification d'installation et la qualification d'instanciation. Donc ça, c'est vraiment un aspect, je dirais presque typique du cloud quand on cherche à faire de la qualification. Donc on va retrouver une partie de ces aspects dans le webinaire d'aujourd'hui, mais ces aspects-là sont plus détaillés dans ce webinaire-là. Et puis, on a fait aussi plusieurs webinaires sur les problématiques d'automatisation de la qualification, et notamment avec notre outil ADN Cloud Validation que je vous présenterai en fin de webinaire. Donc, tous ces webinaires, bien sûr, vous pouvez les retrouver, ils sont à votre disposition. Il vous suffit d'envoyer un email à Megan Gouriot et elle fera un plaisir de vous transmettre les vidéos de ces webinaires qui ont été faits précédemment. Donc nous, aujourd'hui, le webinaire d'aujourd'hui, on va s'intéresser en fait à la conformité GXP d'un environnement de travail au cloud. Donc c'est quelque chose qui peut être relativement nouveau, plutôt pour l'aspect cloud que pour l'aspect GXP. Je suppose que la majorité d'entre vous ont déjà été confrontés aux problématiques de conformité GXP. Et puis ce qu'on va voir, c'est que pour le cloud, les méthodologies finalement restent à peu près les mêmes, mais on va être capable de faire le levier sur des outils qui vont à la fois nous faciliter la vie et puis qui vont nous permettre de structurer notre qualification GXP de façon intéressante. Et donc voilà, enfin, on va voir qu'avec le cloud, on va être capable de faire levier sur des aspects, notamment des aspects d'automatisation, de contrôle à distance, etc., qui sont très intéressantes pour venir qualifier une infrastructure. Donc évidemment, le contexte réglementaire là, qui va autour de ça, hein, ça va être bien sûr le GAMP 5, le document IT Infrastructure Control and Compliance de l'ISPE. Et puis on va retrouver aussi, bien sûr, associé à ces problématiques-là de conformité GXP, on va retrouver les problématiques d'enregistrement et de data integrity. Donc l'idée ici étant de faire un retour sur notre expérience en fait cloud et sur les besoins de nos clients. Donc cette expérience, elle est le fruit maintenant de 2 ans de 2 ans d'intérêt poussé de ADN pour le cloud et puis de 15 ans de pratique avec les acteurs, de nombreux acteurs, notamment de l'industrie pharmaceutique et du dispositif médical sur les problématiques GXP. Que ADN puisque ADN est fournisseur de services autour des problématiques de qualification GXP depuis maintenant plus de 15 ans. Donc le but étant maintenant de faire un mélange de ces deux connaissances, une très approfondie, 15 ans d'expérience, et une qui est plus récente, mais qui vient aussi du fait que la technologie a évolué. Et ce qu'on constate, c'est que de plus en plus de nos clients sont en train de se tourner vers le cloud. La problématique principale, c'est que c'est un environnement qui peut être un peu particulier parce qu'il est décentralisé, parce que vous ne le possédez pas au sens que vous ne possédez pas les machines physiques qui portent votre infrastructure.
Et donc, on se rend compte que nos clients, ils vont être besoin d'être assurés et accompagnés euh, pour déployer de façon sereine des infrastructures cloud. Donc, l'idée étant de pouvoir bien comprendre les possibilités qui sont offertes par le cloud. Ce n'est pas toujours quelque chose qui est bien maîtrisé. Il faut bien comprendre ce que c'est. Il faut bien comprendre aussi comment est répartie la responsabilité entre le fournisseur, donc entre, par exemple, Amazon Web Services ou Google Cloud ou Microsoft Azure et vous-même. Donc ça, c'est vraiment le point de départ de chacun de nos webinaires. On insiste dessus et puis je vais réinsister dessus aujourd'hui. Et puis, il y a un besoin aussi de savoir comment on va mettre en place la qualification sur ces environnements-là, qui par nature vont être des environnements ouverts, puisque du coup, ils vont être accessibles via le web, à la fois sur le côté applicatif. Donc ça, c'est quelque chose que, à la limite, on connaissait déjà des infrastructures précédentes, mais aussi sur la partie administration et paramétrage. Donc ça va changer. Il y aura des choses à voir là-dessus. Donc les besoins qu'on a identifiés en face de ça, c'est surtout des méthodologies et des outils. C'est-à-dire que le cloud, c'est quand même quelque chose de relativement nouveau. Donc il y a une connaissance à avoir des nouvelles capacités qui sont offertes, puisque en fait, la complexité intrinsèque des systèmes cloud est quand même plus élevée que ce qu'on pouvait avoir en interne avant. Mais par contre, en face de ça, on va avoir la possibilité d'utiliser des nouveaux outils. Donc, par exemple, les pilotages de l'infrastructure par programmation qu'on verra tout à l'heure, l'automatisation des tests et la conformité en continu, qui soient trois éléments, par exemple, que souvent on se rend compte que nos clients ne connaissent pas encore. Et nous, notre but, c'est de les amener vers ces éléments-là qui sont quand même clés pour des qualifications. Voilà. Donc ici, je vais vous présenter le contenu du webinaire. Donc, bon, d'abord, je vais réinsister sur la problématique du modèle de responsabilité partagée. Donc, ça, c'est vraiment important, c'est notre point de départ. En fait, ça va nous dire qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qui est fait par notre fournisseur, en fait. Donc, c'est vraiment le point de départ de la qualification. Ensuite, dans un second temps, on va passer un petit peu de temps sur les aspects vraiment généraux du cloud. Donc là, c'est vraiment vous représenter l'interface de contrôle, comment ça fonctionne, comment ça fonctionne les régions, les zones de disponibilité. En gros, ça veut dire où sont mes données. Ensuite, dans un troisième temps, on va venir regarder des outils natifs, donc en fait les outils qui existent dans tous les clouds, mais qui, on va dire, n'existaient pas avant dans les infrastructures classiques, ou alors qui étaient plutôt des logiciels externes, alors que là, ils sont vraiment internes et natifs au cloud, et qui vont nous permettre de commencer à mettre en place des éléments pour la qualification. Donc un audit REL, un contrôle des ressources et un monitoring en fait des ressources et la création d'alarmes, et puis la mise en place de règles pour la conformité en continu qui est un élément très important. Et puis dans un quatrième temps, on va aller un petit peu plus dans la complexité ou la complication peut-être, je sais pas, mais en tout cas vers des niveaux technologiques qui sont un peu plus élevés. Et on va regarder comment on va pouvoir automatiser les tests de qualification, par exemple, sur une infrastructure cloud, en vous présentant 3 outils, la ligne de commande, le code et un outil maison qu'on a développé en interne chez ADN et qui permet de gérer les tests de qualification cloud. Donc, juste avant de commencer par le premier chapitre, je voudrais vous poser la première question de ce webinaire et qui est tout simplement la suivante, savoir si vous, dans votre cadre professionnel, vous utilisiez déjà une infrastructure cloud. Donc voilà, donc merci à vous de répondre. J'attends un petit peu, voilà, que tout le monde ait voté. Voilà, je vous remercie d'avoir tous voté. Donc je vais partager le résultat.
Et le résultat, c'est relativement attendu, hein, c'est ce qu'on voit la plupart du temps, hein, c'est que AWS, Amazon Web Services est en tête. Donc ça, c'est le cas enfin, on va dire sur les parts de marché globales mondiales. Derrière Microsoft Azure et puis Google Cloud qui se positionne aussi derrière. Donc je vous remercie d'avoir répondu. Donc ça, c'est un élément important pour nous. Donc je vais continuer d'avancer. Donc le modèle de responsabilité partagée. Donc voilà, je vais essayer pendant 10 minutes, peut-être un peu moins, de récapituler un petit peu ce qui se passe dans le cloud par rapport à avant, en fait, quand on avait des infrastructures hardware dans nos locaux, et essayer de voir quelle responsabilité ça nous amène. Donc, en fait, dans le cloud, on a un modèle de responsabilité partagée. Donc, par exemple, si vous prenez AWS, vous avez un document qui vous indique clairement quels sont les agreements qu'il y a entre votre fournisseur et vous. Et donc, qu'est-ce que vous allez devoir prendre en compte? Qu'est-ce qui est de votre responsabilité en tant qu'utilisateur et qu'est-ce qui est de la responsabilité d'Amazon? Donc, pour résumer, si vous lisez, et je vous invite à le faire, les Service Level Agreements qui sont partagés par vos fournisseurs cloud, ce dont vous allez vous rendre compte, c'est que la responsabilité de votre fournisseur, c'est en fait de vous donner accès au service. Donc, ça veut dire d'assurer un service qui répond quand vous le demandez. Donc, par exemple, ça veut dire que si je viens cliquer si je veux démarrer une nouvelle machine virtuelle, lui il garantit que je puisse la démarrer. Si je veux accéder à une machine ou à une base de données que j'ai déployée précédemment, il me garantit que cette machine va être disponible, etc., etc., avec un niveau de fiabilité qui est aussi dans les Service Level Agreement, que je ne vais pas détailler maintenant, mais qui est raisonnable, enfin même très élevé, probablement beaucoup plus que tout ce qu'on pourrait faire facilement, ou enfin en tout cas avec des moyens classiques sur une infrastructure interne. Et donc eux, ils vont être responsables de ça, ils vont être responsables aussi de la maintenance de leur centre de données, de leur data center, et ils vont être aussi responsables de la sécurité des infrastructures. Donc le fait que les gens puissent pas entrer dans les data centers ou qu'il y ait un contrôle, le fait qu'il y ait un contrôle physique, donc ça c'est ce que je viens de dire, et aussi qu'il y ait un contrôle logique, dans le sens où ils vont assurer la sécurité d'un point de vue, essayer de pas se faire hacker, essayer par exemple de capter les problématiques de sécurité de type déni de service, etc., etc. En revanche, vous, dans un autre temps, vous allez être responsable de la protection de vos données. Donc, en fait, vous allez être responsable de tout le côté applicatif ou en tout cas de la façon dont vous allez mettre en application les ressources qui vous sont mises à disposition. Donc, par exemple, protéger vos données, ça va être votre responsabilité. Sécuriser vos contenus pour qu'ils ne soient pas disponibles par n'importe qui, ça va être aussi votre responsabilité. Mais par exemple aussi gérer correctement vos utilisateurs, donner des accès aux bonnes personnes, ne pas donner des accès aux mauvaises personnes, par exemple séparer les politiques de droit. Donc par exemple, voilà, vous voulez pas que, que, que tel individu puisse avoir trop de droits sur une machine, par exemple, pour pouvoir l'éteindre ou la supprimer, etc., etc. Tout ça, ça va être de votre responsabilité. Donc là, c'est une liste non exhaustive des responsabilités qui vous incombent. Mais bon, en général, c'est quand même la plupart du temps, c'est ce qu'on voit, nous, chez la majorité de nos clients. Donc, on va avoir la gestion des utilisateurs, donc la ségrégation des droits, les politiques de mots de passe. Donc ça, déjà, ça fait
C'est un élément très important de la qualification GXP et de la data integrity, donc être capable d'identifier un utilisateur qui fait une action sur une ressource, savoir qu'il est bien protégé par mot de passe, peut-être même avec des doubles authentifications, etc. etc. Gérer la sécurité de vos machines virtuelles, donc par exemple, vérifier qu'elles sont en capacité de répondre aux demandes ou aux demandes des utilisateurs finaux, donc faire attention par exemple aux capacités de traitement CPU, aux capacités mémoire, à l'encryptage ou l'encryption des disques, je ne sais jamais, etc., etc. Gérer aussi au niveau du stockage de fichiers. Donc pareil, savoir si vos données vont être cryptées correctement, est-ce qu'elles ont un cycle de vie, est-ce qu'elles ont des versions, est-ce qu'il y a des versions sur les documents que vous allez stocker, est-ce que vous avez des backups qui ont été mis en place, tout ça, techniquement, AWS par exemple ou un autre fournisseur cloud va pas le faire pour vous. Donc lui en fait, ce qu'il va faire, c'est par exemple on prend la problématique du stockage de fichiers. En fait, ce qui se passe, c'est que comme eux, dans leur service level agreement, ils s'engagent à avoir un degré de fiabilité en termes de stockage, un degré de disponibilité de vos données. Par nature, ils vont faire des copies dans plusieurs data centers. D'accord? Donc ça, c'est expliqué dans les SLA. Vous pouvez les regarder. Et eux, en fait, ça leur permet juste d'avoir une approche statistique en disant, ben voilà, je m'engage sur un taux de défaillance de 1 pour 1 million, je sais pas. Du coup, a priori, il va falloir que j'ai plusieurs data centers. Voilà, donc eux, par exemple, sur du stockage de fichiers, ils pourront faire des copies, mais ce ne sont pas des copies de backup pour vous, ce sont des copies de backup pour eux, donc il faut les laisser dans leur coin faire ce qu'ils pensent être bon pour assurer une certaine fiabilité. Et de votre côté, vous pouvez aussi décider de faire des backups pour vos propres systèmes de fichiers et de gérer la façon dont vous voulez avoir des fichiers à différents endroits du globe, vous voulez qu'ils se répliquent une fois, deux fois, trois fois pour être sûr de ne pas les perdre, etc., etc. Vous avez aussi donc les services DNS, donc tout ce qui est routage, hein. Donc ça, c'est la gestion en fait, des routes qui vont globalement amener à vos systèmes. Donc ça va être aussi à vous. Gérer aussi tout ce qui est alarme, provisionnement des capacités mémoire, CPU, stockage. Donc ça va être vraiment monitorer votre infrastructure et aussi l'utilisation qui en est faite, hein, pour ne pas se retrouver avec des machines qui tombent en rade parce qu'elles sont trop sollicitées, ou aussi par exemple pour ne pas avoir des machines qui sont beaucoup trop puissantes pour l'utilisation que vous en faites, et donc du coup ça va vous impliquer des coûts qui ne sont pas nécessaires. Et puis enfin, vous avez aussi les problématiques de gestion des logs, des audits trails, etc., etc. Voilà, donc si on pose si on veut conclure rapidement là-dessus, dans le cloud, la responsabilité de l'État, de la sécurité, la disponibilité et l'accès aux machines physiques, c'est pas vous, parce que de toute manière, vous y avez pas accès. Le centre de stockage de données, le réseau, etc., c'est assumé par votre fournisseur. Néanmoins, vous avez une responsabilité qui est très importante car elle va être liée à toute la configuration de votre infrastructure, parce que on peut définir une infrastructure qui est complètement ouverte, qui n'est pas du tout sécurisée, et, votre fournisseur, lui, il regarde pas. Ça l'intéresse pas, et après tout, peut-être que vous aviez envie qu'elle soit comme ça. Donc nous, dans une approche GXP, on sait que c'est là qu'il va falloir focaliser l'attention et on va faire en sorte de gérer ce problème-là. Donc voilà, donc la nature du cloud fait qu'il est relativement facile de l'interroger et de le piloter. Donc l'idée, c'est de vous montrer comment on va faire ça et de rappeler un peu les fondamentaux de l'infrastructure cloud. Voilà, donc je vous remercie de votre attention sur ce premier chapitre. Donc je vais en profiter pour vous poser la question de votre confrontation à la problématique de la qualification GXP. Si vous voulez bien y répondre. Voilà. Ok.
je vous remercie d'avoir répondu. Donc là, on est sur du 3 quarts, 1 quart. Donc ça veut dire que apparemment, dans l'ensemble du panel qui a répondu, il y a quand même une majorité de gens. Pardon, je n'ai pas partagé. Donc voilà, on est sur du 75-25. Donc ça veut dire que sur le panel qui a répondu, une majorité de gens est quand même relativement intéressés par ces aspects GXP. Et peut-être que les 25 suivants le seront, ou peut-être que c'est parce qu'ils n'avaient pas de cloud. Par rapport à la question d'avant, je peux pas le dire comme ça. Voilà, donc je vais avancer un petit peu. Donc maintenant, ici, l'idée, c'est de prendre un petit quart d'heure. J'espère que je vais pas trop lentement. Prendre un petit quart d'heure pour découvrir comment on gère et on paramètre une infrastructure cloud de façon vraiment très simple, en fait, pour rappeler un petit peu les fondamentaux. Donc je vais reprendre avec cette diapo-là. Donc bon, là c'est pour Amazon Web Services parce que nous on est partenaire Amazon et puis c'est bon, c'est aussi celui qu'on connaît le mieux, mais bon, on travaille aussi sur Microsoft Azure et c'est en fait c'est la même chose. Donc un cloud, c'est en fait plein de services disponibles et qu'il faut comprendre. Donc vous avez donc les premiers services et les plus simples auxquels on peut penser, c'est la problématique networking, compute, storage et database. Donc ça veut dire que votre fournisseur, il vous met à disposition de la capacité de finalement informatique, hein, de calcul, donc notamment des machines virtuelles qui vont être dans un réseau privé, donc ça c'est compute et networking. Vous allez être capable d'instancier en fait des capacités de stockage, donc des stockages de fichiers. Par exemple, celui-là c'est plutôt du stockage en zone froide, donc c'est des stockages qui coûtent très peu cher mais qui sont moins disponibles, etc., etc. Vous allez être capable aussi d'instancier des bases de données, donc directement en cliquant sur 3 boutons. Et donc, vous allez pouvoir déployer des bases de données SQL, Postgre, MySQL, ce que vous voulez en fait, à partir juste d'un bouton qui dit voilà, je veux accéder à ce service-là avec telle puissance, telle taille de machine, etc., etc. Vous avez ensuite des services applicatifs qui viennent se mettre autour, donc qui vont être plus des services qui vont en fait enrober un petit peu vos capacités purement de calcul, de stockage ou de base de données. Donc du type un système de gestion de mail, un système de recherche, un système, ça c'est pour gérer des séquences, pour pouvoir mettre en place des séquences de process en fait dans votre cloud, etc., etc. Et puis vous avez autour de tout ça des outils, alors pour le déploiement ou pour l'administration. Donc nous, ce qui va plutôt nous intéresser, ça va être la partie administration. Donc par exemple, IAM, c'est pour gérer les utilisateurs, les droits d'accès, etc., etc. CloudTrail, par exemple, ça va être plutôt pour gérer les logs. CloudWatch, ça va être pour gérer le monitoring de votre installation, donc ça c'est plutôt l'administration. Puis des outils de déploiement, donc ça, bon, on n'est pas vraiment obligé d'en parler, c'est des outils qui vont vous aider à déployer plus vite vos machines en fait. Donc au lieu de dire voilà, je vais déployer une machine avec telle puissance sur lequel je vais installer tel logiciel, etc. Vous pouvez utiliser des services un peu transverses où vous venez paramétrer tout ça et puis le système s'occupe de faire le déploiement pour vous. Voilà. Donc un cloud, plusieurs services. Donc, le deuxième élément qui est très important au niveau du cloud, c'est de comprendre où sont donc les données. Donc, vous retrouvez en fait cette notion dans tous les clouds, mais il y a deux notions qui sont fondamentales, qui sont la notion de région et la notion de zone de disponibilité. Alors,
Donc la région, c'est la zone. Donc en fait, c'est la zone géographique sur laquelle vous, vous avez la main en fait. C'est-à-dire vous venez dire, moi je veux que mes machines, mes données, mes fichiers, etc., soient localisés d'un point de vue physique. Donc par exemple, vous dites voilà AWS, donc vous promenez la région de Paris. La région de Paris, c'est la région Europe Ouest 3. Et si vous êtes dans votre interface et vous dites, voilà, ma ressource, je veux qu'elle soit à Paris, ben, elle va être localisée dans un centre de données à Paris. Voilà, donc ça, c'est la notion de région. Si vous dites je sais pas, Singapour, par exemple, qui est ici, ben, vos données, elles seront à Singapour et à Singapour seulement. OK? Donc ça, c'est important. Donc ça, c'est surtout important de comprendre que c'est surtout celui sur lequel vous avez la main. Et, euh, et en fait, dans chaque région, pour des raisons de sécurité ou de recouvrement, par exemple, si vous avez un désastre ou un tremblement de terre ou une inondation, je ne sais quoi, eux-mêmes, dans une région donnée, ils vont déployer ce qu'ils appellent des zones de disponibilité. Donc, qui sont en fait, il faut comprendre comme des centres, des data centers en fait, des data centers. Donc, par exemple, à Paris, vous avez 3 data centers qui ont été, euh, qui ont été déployés par Amazon et qui sont censés assurer à eux trois une disponibilité définie dans les service level agreement pour la région de Paris. Voilà. Donc ça, typiquement, c'est un élément sur lequel vous n'avez pas la main. Donc c'est lui qui va faire le choix de le mettre dans telle zone de disponibilité ou de faire une réplication entre plusieurs zones de disponibilité. Vous aurez pas la main dessus. Par contre, vous avez la possibilité de savoir où sont, euh, vos données. Donc par exemple, je démarre une machine virtuelle, je peux savoir qu'elle est dans telle zone de disponibilité, mais j'ai seulement choisi la région. Voilà, donc je m'apprête à démarrer une petite démonstration rapide. Donc, l'interface de contrôle d'AWS par exemple. Donc voilà, choisir sa région de travail, gérer des utilisateurs, déployer une ressource. Donc je vais vous montrer ça rapidement. Donc quand vous êtes sur votre fournisseur cloud, donc vous avez toujours accès à une application web qui en fait à elle seule vous permet de faire tout sur le cloud, hein. Donc voilà, donc le premier élément qui est très important, comme je vous disais, c'est ici, c'est de venir choisir sa zone, sa région sur laquelle vous voulez travailler. Donc, ici, vous dites voilà, moi je veux travailler dans la région de Paris ou de Londres ou de Francfort ou ce que vous voulez. Et à partir du moment où vous vous mettez dans cette région-là, toutes les ressources que vous allez déployer vont se retrouver dans cette région-là. Ok. Donc, donc moi, je vais me mettre sur Paris, typiquement. Ensuite, ici, vous avez accès à l'ensemble des services qui vous sont proposés par votre fournisseur. Donc, le service le plus simple auquel on peut penser, c'est le service EC2, par exemple. Donc, EC2, c'est les serveurs virtuels, donc c'est vos machines, hein, qui tiennent qui tiennent votre infrastructure. Et donc, si je me place moi sur ma machine, l'élément pour gérer mes machines, eh bien voilà, je vais avoir accès à toutes mes machines, etc., etc. Et si je veux lancer une nouvelle machine, en 3 clics, je lance une nouvelle instance. Ici, je vais choisir le type de ma machine. Donc, par exemple, je veux lancer une instance Linux. La taille en termes de capacité CPU, capacité mémoire. Et puis, bon, je peux choisir d'autres éléments. Je appuie sur Launch et c'est lancé. Voilà. Donc, mais du coup, si je suis dans la région de Paris, ici, quand je vais retrouver ma machine dans la liste de mes machines
qui sont déployées pour moi, je verrai bien qu'elle est dans la région de Paris. Donc, par exemple, ici, il répond pas très bien aujourd'hui. Donc ici, par exemple, une machine que j'ai déployée sur la région de Paris ici. Voilà. Donc moi, je vais retrouver ici EUS 3. Donc ça, c'est la région de Paris. Et A, ça veut dire que je suis dans la zone de disponibilité A. Donc sur laquelle j'ai pas eu la main par contre. Voilà. Ensuite, un service qui est vraiment fondamental hein, pour la qualification GXP et pour la data integrity, ce sont tous les services de gestion des droits, gestion des accès, gestion des mots de passe, etc., etc. Donc, je vais m'y attarder 3 minutes juste pour rappeler un petit peu les concepts fondamentaux. Donc, vous avez la possibilité donc de définir, enfin de donner accès à un certain nombre d'utilisateurs. Donc ça, c'est un petit peu la base. Et à ces utilisateurs, donc ça, c'est vraiment le plus important, il y a une notion de rôle qui est associée. Donc la notion de rôle, en fait, c'est le rôle, en fait, c'est un agrégateur de droits, en fait. Donc l'avantage du cloud, c'est qu'en fait, pour chaque ressource, vous allez être capable de dire, voilà, je vais définir une politique de droit, donc qui est ma policy, très précise. Donc, je peux dire une politique de droit du type, par exemple, est capable d'écrire sur mon système de fichiers ou est capable de lire sur mon système de fichiers, mais seulement sur tel système de fichiers, etc., etc. Donc, vous avez des politiques de droit qui sont relativement soit déjà bien paramétrées, faciles à comprendre, soit il faut les coder un petit peu. Et ces politiques de droit, vous allez pouvoir les associer à des rôles, donc des rôles qui vont agréger un ensemble de politiques de droit, et ces rôles-là, vous allez pouvoir les associer à des utilisateurs ou à des groupes d'utilisateurs. Donc du coup, vous allez pouvoir avoir un degré de finesse au niveau de la gestion de vos différents droits qui est enfin, la granularité me semble très fine, donc je pense pas qu'on puisse aller plus bas, quoi. Parce qu'il y a toujours un effet, jaloux, une action, d'accord, donc là, ça veut dire que tu peux tout faire sur S3, mais je pourrais dire une action seulement de lecture, une action seulement d'écriture, et les ressources, je vais pouvoir définir la ressource une par une si j'ai envie. Voilà. Et puis, vous allez pouvoir aussi gérer dans tout ça d'autres éléments de sécurité qui sont importants. Par exemple, activer l'authentification multifacteur, euh, définir votre politique de mot de passe, par exemple. Donc, ça, vous dites, voilà, moi, je voudrais que mon mot de passe, il fasse telle taille, qu'il expire au bout de tant de jours, qu'on trouve au moins un caractère spécial, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment la base pour gérer une infrastructure cloud. Donc le tout début, hein, c'est toujours, je suis sur mon application web et je veux gérer mes ressources à la main avec une application web. À présent, je voudrais vous présenter 3 outils qui sont vraiment nécessaires à comprendre et à paramétrer correctement pour pouvoir assurer la conformité GXP dans le cloud. Donc, on va passer peut-être une petite vingtaine de minutes là-dessus. Donc, les 3 éléments, c'est activer un audit trail et retrouver les événements associés. Donc ça, vous savez tous que c'est vraiment nécessaire. C'est très, très important d'être capable de savoir qui a fait quoi, sur quelles ressources et à quel moment. Ensuite, vous avez aussi des problématiques de monitoring et d'alarme. Donc, qu'est-ce qui se passe en temps réel ou sur une semaine sur ma machine? Comment elle a été utilisée? Est-ce que je veux créer des déclenchements, des alarmes de déclenchement pour me dire bah, cette ressource est trop utilisée, cette ressource est tombée, cette ressource s'est arrêtée, etc., etc. Cette ressource n'est pas disponible. Et enfin, troisième élément, ça va être les règles de conformité en continu. Donc ça, je t'étalerai un peu plus. Donc, nous, là, je voudrais vous montrer comment fonctionne l'audit trail sur le cloud. Donc, l'objectif, c'est de garder une traçabilité de l'ensemble des actions qui ont été effectuées sur votre infrastructure. Donc, comprendre les événements. Donc, des événements, vous allez en avoir bah,
ça dépend de la taille de vos infrastructures et du nombre de personnes qui interagissent avec, mais en général, c'est quand même plusieurs centaines ou milliers par jour. Donc l'idée étant bien sûr de les comprendre, de comprendre ce qui s'est passé, identifier la personne qui a fait les modifications, la date et l'heure, et les ressources qui ont été impactées. Donc ça, c'est vraiment la base de l'audit trail. Et être capable de retrouver une série d'événements dans le passé pour identifier des situations dangereuses ou critiques. Donc, vous avez vu une situation qui est anormale. Il y a une série d'événements qui ont mené à cette situation. On va être capable de les retracer pour savoir déjà qui est responsable et pourquoi on a pu avoir cette situation-là. Donc ça, c'est aussi, d'un point de vue de sécurité, de rétro-engineering, c'est vraiment un élément clé. Donc, je vais vous montrer comment fonctionne l'outil Audit Trail, Cloud Trail, pardon, donc qui est un petit Audit Trail, qui est pas vraiment un Audit Trail dans le sens où en fait, lui en fait ne log que des états, que des événements qui ont eu lieu sur un système, mais il ne note pas des différences d'état de système. Donc, on ne peut pas dire état du système avant, état du système après. Ça, c'est un autre outil qui le fait, mais en fait, les deux sont liés, en fait. Mais lui, c'est vraiment l'outil fondamental parce que c'est lui qui voit tous les événements passés. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Donc, vous avez ici un outil. Donc, bon, ce que j'ai fait ici, c'est je suis juste allé dans Cloud Trail. Donc, dans Amazon, il s'appelle Cloud Trail. Donc voilà, j'ai chargé la page avant pour perdre moins de temps. Donc, vous avez ici un dashboard. Donc qui vous donne les événements récents. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que à chaque fois que vous avez un événement qui est sur votre cloud, donc un événement, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être je démarre une instance, j'arrête une instance, je donne un droit à un de mes utilisateurs, j'enlève un droit, je supprime un fichier, tout ce que vous voulez. J'ouvre un port de sécurité sur un pare-feu, n'importe quoi. Donc tous ces éléments-là, ce sont des événements, ils vont tous être logués. Donc par défaut, vous avez la possibilité de tout loguer et il vous fait un log sur les 90 derniers jours. Donc ce n'est que le début. Et donc vous allez pouvoir avoir accès aux événements des 90 derniers jours avec évidemment des outils qui vont vous permettre de filtrer. Donc par exemple, moi, un événement qui m'intéresse, ça c'est vraiment l'événement important, c'est j'ai donné un rôle à une policy. Donc à un moment, j'ai changé une politique de droit et j'ai attaché cette politique de droit à un rôle. Bon, ben, moi, je veux vraiment savoir qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là. Et donc, vous allez avoir dans ce log-là l'accès à tout. Donc, qui a fait la modification? C'est moi. À quelle heure? Quel est l'identifiant de la requête que j'ai fait? Quel est l'identifiant de l'événement qui a été associé à ma requête? Dans quelle région ça s'est passé? Quelle était l'adresse IP source? Le nom de l'utilisateur, etc., etc. Et quelles ont été les politiques et les politiques de droit et les rôles qui ont été impactés. Okay, donc moi j'ai impacté une politique de droit qui s'appelle comme ça, bon, un nom un peu long mais c'est pas très grave. Et il y a eu un rôle aussi qui a été impacté, qui est un rôle type 21 CFR part 11. Donc parce que c'est un rôle moi que j'ai déployé avec des droits qui respectent cet élément de norme. Voilà, donc ça c'est très important. Donc vous pouvez évidemment filtrer, etc., par type d'événement, par nom, par date, etc. Bon, évidemment, je ne peux pas tout montrer là. Et puis vous avez aussi ici des timelines. Donc ça va vous permettre surtout de voir bah, comment ont évolué l'état de vos ressources au fur et à mesure de ces événements-là. Donc par exemple, voilà, si je vais rechercher
hop là. Voilà. Donc par exemple ici, je vois des ressources qui font que être éteintes ou allumées, etc., etc. Je vais pouvoir par exemple regarder ici la timeline de cette ressource-là. Donc ça, c'est une machine virtuelle. Il va m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé sur ces états à elle. Et donc, je vais pouvoir suivre. Voilà. Donc, je vais pouvoir voir que le 16 novembre, j'ai eu un changement. Le 25 janvier, j'ai eu 2 changements, etc., etc. Tous ces changements d'état de système, ils ont été logués et on a logué tous les événements qui ont mené à ce changement d'état. Voilà. Donc, vous avez aussi cette timeline-là qui vous permet de voir comment vos systèmes ont évolué dans le temps. Enfin, un élément qui est important, c'est que, bon, là, vous avez les 90 derniers jours, mais en fait, vous pouvez toujours paramétrer dans tous les systèmes, dans tous les fournisseurs cloud, un bucket. Donc, en fait, c'est juste un conteneur de fichiers qui va loguer tous vos logs. Donc là, pour le coup, il ne prend pas les 90 derniers jours, il prend tous les logs qu'il voit chaque jour pour toutes les ressources et il vous les met dans un système de fichiers pour que vous soyez capable, si un jour vous avez un audit quelconque, un audit interne ou externe ou ce que vous voulez, de dire, voilà, sur telle région, à telle date, je suis capable de démontrer que j'ai eu tous ces événements-là. Alors là, j'en ai pas eu, pas de chance. Voilà. Donc là, il va être capable de vous récupérer tous les logs associés. Donc bon, il les zip un peu pour qu'on puisse pour que ça prenne pas trop de place. Mais voilà, vous allez retrouver exactement la même chose que ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais dans un format un peu différent. Donc ça vous permet de remonter à n'importe quel moment dans le temps selon ce que vous avez choisi. Enfin, selon à quel moment vous avez démarré en fait votre système de log. Donc ça, vraiment très important, l'audit trail, le cloud trail, pour assurer une compliance. Donc là, en termes de connaissances, déjà il faut connaître il faut savoir que ces systèmes existent, et puis il faut savoir les paramétrer correctement. Il n'y a pas de très grosses difficultés d'un point de vue technique là-dessus. Voilà. Donc le deuxième élément, ça va être la capacité de monitorer ses ressources. Donc monitorer ses ressources, ça veut dire mesurer des activités sur vos ressources, donc vos machines, vos systèmes de fichiers, vos bases de données, etc., etc. Donc vous allez pouvoir regarder les CPU, les mémoires, les disques, les bandes passantes, etc. Avoir des dashboards de contrôle et mettre en place des alarmes. Donc ça, c'est 3 éléments importants, faciles aussi à mettre en place, il suffit juste de savoir que ça existe. Donc je vais vous faire la démo rapidement. Donc pour ça, toujours dans les services, vous avez un outil qui s'appelle CloudWatch, donc qui fait exactement ce type-là. Donc qu'est-ce que c'est CloudWatch? En fait, CloudWatch, c'est un ensemble de dashboards que vous pouvez définir. Donc, vous avez ici un dashboard et vous allez être capable d'ajouter des petits widgets. Donc, vous voyez ici, j'en ai ajouté quelques-uns pour vous faire une petite démo. Donc, par exemple, moi, je veux avoir en temps réel l'utilisation d'une machine. Donc là, elle est à 1%, elle n'est pas beaucoup utilisée. Je veux avoir, par exemple, en temps réel, le nombre de connexions qui sont sur ma base de données. Donc là, j'en ai 169. Donc ça, c'est un peu plus sollicité quand même comme machine. Par exemple, je veux savoir ce qui rentre, ce qui sort sur une durée d'une semaine. Je veux avoir un temps de réponse, d'un système. Donc ça, c'est une durée. Donc ça, moi, j'ai un système qui fait une petite fonction qui répond à des sollicitations externes. Je veux savoir combien de temps il met à répondre. Et puis, par exemple, voilà, je veux savoir ce qui rentre sur un réseau, sur une de mes machines. Je peux aussi faire ça. Donc ça c'est vraiment relativement simple. Donc vous venez prendre ici un élément par exemple qui vous intéresse et puis vous avez toutes les métriques associées. Donc vous pouvez dire par exemple qu'est-ce qui peut m'intéresser à moi, par exemple de regarder des métriques de stockage sur un système de fichiers. Voilà, par exemple, je voudrais savoir si mon ADN Audit Trail, qu'est-ce qui se passe dessus sur la dernière semaine.
bah voilà, je vois qu'il est monté progressivement. Donc lui, c'est mon système qui me log tous mes, enfin qui contient tous les logs de l'ensemble des événements qu'il y a eu sur mon système. Donc voilà, bah, si je veux voir un petit peu ce qui se passe sur une semaine, je peux le faire. Sur les 12 dernières heures, il s'est rien passé, c'était la nuit. Et ce matin, bah, il s'est pas passé grand-chose non plus. Bon, voilà. Donc vous avez la possibilité, voilà, de dire voilà, j'ajoute ce widget là et hop, il va se mettre dans votre dashboard ici. Donc ça, c'est vraiment très simple d'utilisation. Ça vous permet d'avoir un suivi assez complet de vos installations. Et puis un petit dashboard rapide et vous voyez tout ce qui se passe. Et puis ensuite, vous avez la possibilité aussi donc qui est plus important, c'est qu'il va être de déclencher des alarmes. Donc l'idée ici, c'est de dire, voilà, par exemple, si je veux dire par exemple que je veux vérifier que si le stockage de mon système de fichiers de Audit Trail dépasse dépasse une certaine somme ou un certain nombre, alors je vais vouloir déclencher une alarme. Donc quand j'ai tant d'éléments, alors je veux déclencher telle alarme. Et donc ça c'est vraiment important d'être capable de définir des alarmes parce que vous allez pas tout le temps pouvoir contrôler facilement ce qui se passe sur vos machines. Et donc c'est quand même plus facile d'être capable de dire voilà, bon, j'ai une alarme rouge qui vient de se déclencher sur une machine, elle est trop sollicitée d'un point de vue de la CPU, je vais devoir faire quelque chose. Donc ici, je m'étais trompé, là j'étais sur la région de Londres. Donc ici, par exemple, moi j'en ai défini un certain nombre ici pour la région de Paris. Donc qui regarde, par exemple, que mes usages CPU montent pas au-dessus de 15% sur une moyenne de 5 minutes. Voilà. Et puis, bon, j'en ai tout un paquet là qui m'intéresse. Et donc, je peux vérifier ici l'état de mon alarme à tout instant et je peux voir. Donc, normalement, il me donne le petit graphique voilà, pour me dire, ben voilà, la CPU, je la contrôle, elle est comme ça. Et puis, la barre limite, elle est là. Donc, c'est bon pour l'instant, j'ai pas de raison d'avoir une alarme. Donc, ce qui est aussi très important de comprendre et que on va peut-être pas détailler tout de suite, enfin, faut juste l'avoir en tête, c'est que le fait d'avoir une alarme, bon, ça vous permet de voir rapidement sur un dashboard ce qui est en train de se passer, mais ça peut aussi faire d'autres choses parce que euh, comme votre cloud, en fait, il est pilotable à tout instant, il peut réagir à des événements. Donc, vous pouvez très bien faire une alarme qui va déclencher un événement qui, par exemple, vous envoie un mail. Mais vous pouvez aussi très bien faire une alarme qui va déclencher un événement qui va appliquer un patch de sécurité ou de ouais, un patch de sécurité sur une instance. Donc par exemple, si vous pouvez très bien faire une alarme qui dit voilà, si je dépasse 80% de ma CPU sur une machine, alors je déclenche un événement et cet événement va faire qu'il va augmenter la puissance de ma machine pendant 2 heures jusqu'à temps qu'il voit une redescente, etc., etc. Donc vous avez aussi, en plus du fait que vous pouvez monitorer, le fait que vous pouvez donner des mettre en place des alarmes, vous avez aussi la possibilité, à partir de ces alarmes-là, de déclencher des événements. Okay, et ces événements-là, eux-mêmes, vont faire d'autres choses. Bah, soit vous envoyez des mails, soit prévenir quelqu'un, soit appliquer des patchs tout seul. Ouais, donc ça, c'est vraiment très important euh, dans une approche de compliance. Donc voilà, donc ça c'était pour le monitoring. Et maintenant, on va passer peut-être à l'élément le plus important de la partie GXP qui est la conformité en continu. Alors là, c'est vraiment un élément qui est clé, qui est vraiment qui nous aide beaucoup pour faire la qualification GXP, qui est un peu qui est pas forcément toujours bien compris ou souvent les gens ne la connaissent pas. Excusez-moi, je bois un peu. L'objectif ici, c'est de se dire voilà, je vais me donner une bibliothèque de règles que je vais devoir respecter.
et je vais vérifier la conformité de ces règles avec une temporalité qui va être définie. Donc en fait, comment ça marche? L'idée, donc bon, non, je vais aller, pardon, je crois que c'était le slide après. Donc je me donne des règles. Donc par exemple, la règle, c'est que je veux que un système de fichiers sur lequel je sais que j'ai des données importantes soit crypté tout le temps. Voilà. Donc ça, c'est une règle. Ce que je vais pouvoir dire, c'est je vais pouvoir écrire cette règle. Donc bon, il faut un peu la coder ou alors elle est déjà codée pour vous, ça dépend. Sur là, il faut faire un petit peu plus attention. Enfin, si c'est déjà codé pour vous, c'est facile. Et puis s'il faut la coder, ben, c'est moins facile, mais c'est pas très grave. Ensuite, je vais définir une temporalité. Donc je vais dire, bah voilà, toutes les heures, tu vas déclencher cette règle et tu vas la vérifier. Ou alors, tu la vérifies à chaque changement d'état. Donc à chaque fois que tu as vu un changement sur une ressource, tu la déclenches. Et ensuite, tu me renvoies le résultat dans un dashboard pour que je puisse savoir ce qui se passe sur mes règles. Donc ça, comment ça marche? Donc en fait, donc là, bon, je vais mis un schéma très simple. Ici le plus important, c'est en fait de comprendre que votre infrastructure cloud, vous pouvez à tout instant l'interroger avec du code informatique. Donc là, pour l'instant, on n'est pas rentré dedans, mais en gros, c'est quand même ce qui se passe dans l'arrière-cour, si vous voulez. On est capable de coder un petit peu pour pouvoir interroger l'état de votre système. Donc, si vous êtes capable de faire ça, il suffit de savoir comment coder ça, que vous avez une bonne idée de vos règles, eh ben, vous pouvez demander à déclencher toutes les heures, toutes les demi-heures, ce que vous voulez, un événement qui va déclencher le code qui est capable d'interroger votre infrastructure, qui va lui-même vérifier la validation de vos règles et qui va vous renvoyer ça dans un dashboard pour que vous puissiez avoir une idée. Ça paraît assez compliqué comme ça. En fait, ça l'est pas terriblement, puisqu'il y a un outil qui fait ça et qui s'appelle config. Donc ça aussi, c'est un élément qu'on retrouve dans tous les clouds. Donc celui d'Amazon Web Services s'appelle config. Donc voilà, config, vous avez un dashboard, il vous a fait la liste de toutes vos ressources. Donc voilà, vous avez des ressources de type base de données, des ressources de type rôle, de type politique, des utilisateurs, des groupes, des systèmes de fichiers, des interfaces réseau, etc., etc., des groupes de sécurité, donc ça c'était par feu. Et ensuite, vous allez dire, voilà, moi sur ces ressources-là, je vais vouloir vérifier un certain nombre de règles. Donc je vais en prendre une qui est relativement simple. Donc je vais prendre par exemple celle-là, la password policy. Donc moi, ce que je veux vérifier à tout instant, donc vous voyez, il y a un petit peu de paramétrage. Donc c'est donc voilà, hein. Donc celle-là, donc IAM, c'est la gestion des utilisateurs, politique de mot de passe. Donc ça, c'est un élément pour nous qu'on va mettre sous 21 RCFR part 11300. Contrôle pour l'identification, l'authentification des utilisateurs avec des codes, des mots de passe. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait ici pour pouvoir pour assurer la conformité de cette règle? On va venir paramétrer ici qu'est-ce qu'on veut. Donc on veut que par exemple j'ai au moins une majuscule, j'ai au moins une minuscule, j'ai des symboles, donc des arrobases, etc. Je veux avoir un chiffre, je veux avoir une taille de mot de passe de 14 caractères, je veux pas qu'on la réutilise qu'on réutilise le même mot de passe sous 24 jours, et je veux un âge, je crois en gros, je veux que mon mot de passe expire au bout de 90 jours. Et je vais dire, voilà, cette règle-là que j'ai définie, qui est en fait un peu plus compliquée à définir, parce que là, j'ai juste paramétré quelques éléments, mais derrière, il y a quand même quelque chose il y a un petit bout de code en plus. Et je lui dis, voilà, cette règle-là, je veux que tu l'évalues toutes les 24 heures.
Donc la dernière fois qu'il l'a évalué, il m'a dit, bah ok, cette règle-là, elle est compliant. Deuxième règle très très importante, est-ce que vous avez activé un audit trail? Bah oui, là j'ai activé un audit trail, donc la règle est compliant. Donc ça veut dire que si je désactive mon audit trail, prochaine vérification, donc s'il a fait toutes les 24 heures par exemple, il va ici me dire bah, non, c'est pas compliant. Troisième élément très important, est-ce que j'ai mis en place la double authentification pour mon compte route? Donc ça, c'est vraiment très important, c'est le minimum de sécurité qu'on peut faire. Oui, d'accord. Voilà. Et puis, je peux en mettre autant que j'en veux. Donc, pour en mettre des nouvelles, j'appuie sur Add Rule. Donc, soit je viens choisir ici dans un ensemble de règles que AWS m'a déjà préparées pour moi. Donc, il y en a quelques-unes. Elles suffisent pas toutes. On peut bien sûr customiser aussi ça, les faire nous-mêmes. Ça demande un petit peu de code, mais c'est pas terriblement compliqué. Je vais pas rentrer dans le détail, il faut juste sachez juste que ça existe. Et puis, j'ai des règles qui sont non compliant. Donc, par exemple, cette règle-là, qui vérifie que des groupes, donc des groupes d'utilisateurs, donc je définis des groupes d'utilisateurs qui ont des droits, et je vérifie qu'il y a au moins une personne qui est, membre de ce groupe, sinon mes groupes servent à rien. Et ben ça, en l'occurrence, là, vous voyez, j'ai 3 groupes qui sont pas compliant. Donc voilà, il me dit, bah voilà, ici c'est pas compliant. Si je veux, je viens cliquer dessus et je vais pouvoir directement avoir accès à, à mon élément qui n'est pas du coup compliant. Et je vais pouvoir aller le changer tout de suite pour vérifier ma règle. Donc là, si je le vérifie, si je viens mettre un utilisateur dans ce groupe, bah, la prochaine évaluation, donc je pense que celle-là, il va la faire toutes les 24 heures. Il va venir me dire que ça va mieux. En l'occurrence, je peux pas vous le montrer parce qu'on va pas attendre 24 heures, évidemment. Mais voilà, ouais, sachez que c'est comme ça que ça marche. Donc ça, c'est vraiment un élément clé en termes de, en termes de mise en place de configuration GXP. On peut pas forcément tout faire. On peut pas faire par exemple des tests de qualif trop sophistiqués du type je vérifie que je peux bien démarrer une instance, etc., etc. Parce que c'est pas l'objet. Là, c'est vraiment toutes les ressources qui sont en cours d'utilisation. Je mets en place des règles simples de sécurité, de gestion des droits, d'encryption des données, et je vérifie à tout instant que mon système bah, vérifie mes règles. Donc, et encore une fois, vous avez le même principe qu'avant, c'est-à-dire que si vous voulez déclencher des événements à partir du fait qu'on a vérifié la règle et qu'on a vu qu'elle n'était pas compliant, vous pouvez aussi le faire. Donc si quand par exemple vous voulez que personne ait de politique, enfin de droit administrateur sur votre réseau, à part une personne, bah, vous pouvez faire cette vérification. Et quand la règle va se déclencher et qu'il va voir que quelqu'un a des droits administrateurs, vous pouvez tout à fait envoyer un petit patch qui va enlever les droits à cet utilisateur. Donc ça, pour ça, vous avez le contrôle sur tout. Il suffit de savoir un petit peu comment ça fonctionne et être capable de faire levier sur le code aussi. Voilà, donc ça c'était pour l'outil config. Et l'outil config, c'est vraiment un outil essentiel pour nous en qualification GXP. Voilà. Ouais, j'espère que ça va. J'espère que je suis clair. Sinon, n'hésitez pas à poser des questions. Et puis là, on va faire juste une petite pause de 3 minutes. Et je voulais vous poser la question, est-ce que vous connaissiez ces éléments-là? Donc ça, c'est une question à choix multiple. Donc ouais, ça m'intéresse de savoir à quel point vous connaissez ces 3 outils.
Voilà, j'attends que tout le monde puisse voter. Voilà, je vous remercie. Donc, hop, hop là, si je partage. Donc ici, donc on voit qu'en fait, la plupart d'entre vous connaissent donc l'audit trail. Donc je suppose que tout le monde se doute bien que quand on a un cloud qui est géré comme ça à distance, ça log tous les événements. Le monitoring en continu 50%. Donc moi, je suppose aussi que ça, la plupart des gens s'en doutent aussi. Par contre, ouais, c'est ce que je pensais aussi, hein, c'est que les règles de conformité en continu, c'est moins connu. Par contre, c'est peut-être un des éléments sur lesquels il faudra faire le plus levier. Donc voilà, je vous remercie d'avoir répondu, c'est très intéressant pour nous. Et enfin, on va s'attaquer à la partie automatisation des tests de qualification. Donc en fait, tout ce que je vous ai montré avant, c'est vraiment des choses qui sont natives dans le cloud. Il faut juste savoir qu'ils existent. Il faut être capable de comprendre bien comment architecturer le cloud, comment on l'interroge, etc. Mais ça demande peu de qualification en termes de code, etc. Alors que là, on va vraiment rentrer dans un truc qui est un peu plus technique. L'idée étant pas forcément de vous montrer à quel point c'est compliqué de le faire ou à quel point on est allé loin dans les choses, mais de vous montrer qu'en faisant levier sur des choses, sur des éléments clés, on peut vraiment arriver à automatiser quasiment 100% des tests de qualif. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, je vais juste vous montrer l'outil en ligne de commande rapidement. Le passage Python, je vais peut-être le zapper parce qu'en fait, il va être inclus dans le troisième élément, enfin, qui va être où je vais vous montrer notre outil à nous maison qui, lui, est basé sur Python. Et puis, comme j'ai pris un petit peu de retard et que je veux pas finir en retard parce que pour pas vous prendre trop votre temps, je vais le zapper. Donc, juste, je vais vous montrer comment on utilise les outils en ligne de commande. Donc, en fait, vous avez un truc. euh, donc, si vous voulez faire une QI, vous voulez par exemple regarder les allocations de vos adresses IP, les tailles mémoire, les pare-feux, les zones, les régions, les états fonctionnels allumés ou éteints, capacité de stockage, les alarmes, les encryptions, les routages réseau, etc., etc. Donc, si vous avez plein de tests comme ça à faire, une façon intelligente de le faire, c'est d'écrire un petit bout de ligne de commande qui va vous interroger votre cloud à votre place et qui va vous donner des résultats. Donc ça, c'est relativement simple à faire et je vais vous montrer tout de suite comment on peut faire ce genre de choses. Voilà. Donc ici, j'ai écrit juste un petit bout de ligne de commande. Donc pour ceux qui connaissent les commandes DOS, c'est juste des commandes DOS. Et puis voilà, ce qui va se passer, c'est que cette ligne de commande, elle va venir chercher l'identifiant d'une machine, donc une machine qui est en ligne, et elle va interroger automatiquement un ensemble d'éléments que moi je veux vérifier quand je fais un test de qualification. Donc je ne vais pas aller dans le détail du code, c'est pas très intéressant. Par contre, je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler quand quand on joue le fichier. Donc voilà, j'ai ma ligne de commande, il me dit que j'ai un template créé par moi, qui a été validé par Philippe Aron, et puis j'attaque. Donc au début, il va décrire mes machines virtuelles et il va me décrire les types d'instances. Donc moi, je lui ai demandé de venir regarder cette machine-là. Qu'est-ce qu'il est en train de me répondre? Il est en train de me répondre que c'est un type large, donc une certaine capacité de mémoire, une certaine CPU. Et puis, il est aussi allé regarder le disque. Donc, il me dit, bah voilà, le disque, il s'appelle comme ça, on l'a mis à tel moment, il est attaché, oui, il est plugué sur telle adresse physique aussi. Donc tout ça, ce sont normalement des éléments qu'on vient faire quand on va faire une qualification d'instance traditionnelle, une qualification d'infrastructure traditionnelle. Et là,
ben, 3 lignes de code nous suffisent à faire déjà pas mal de tests. Donc, deuxième élément, je vais vérifier quelles sont les adresses publiques de mon réseau. Donc ici, j'ai 5 adresses publiques de mon réseau. Donc ça, c'est un élément très important, parce que ce sont les points d'entrée qui sont publics, donc qui sont accessibles à tout le monde sur votre infrastructure. Donc ça, c'est vraiment un élément important à vérifier. Donc là, hop, il me fait la liste. J'en ai pour une seconde. Et puis, je peux continuer comme ça autant que je veux. Ça dépend le nombre de lignes de code que j'ai dans mon système. Par exemple, ici, je lui demande de décrire la politique de sécurité de mot de passe de mon système. Donc, il me dit, bah voilà, les utilisateurs, ils ont le droit de changer leur mot de passe, etc., etc. Il faut au moins 14 caractères. Et puis, je peux continuer autant que je veux. Il suffit que je vienne écrire quelques lignes de code. Donc là, celui-là est un peu plus compliqué parce qu'en fait, ce sont des pare-feux. Donc lui, il vient me faire une description de mes pare-feux. Donc il regarde mes pare-feux et puis il va me dire quelles sont les règles internes à mon pare-feu. Donc ça, c'est très important aussi à regarder. Par exemple, voilà, sur le port 80, j'ai une machine qui laisse passer tout le monde. Donc ça, c'est normal, c'est plutôt un accès web. Mais voilà, sur un port 22, typiquement, qui a une prise de contrôle à distance, je veux laisser passer personne, ou en tout cas des IP restreintes, parce que c'est des prises de contrôle de machine et c'est dangereux de les laisser ouvertes. Voilà, donc ici pour vous montrer que ça va relativement vite et qu'en fait, c'est tout le temps le même principe. C'est vraiment sur cette capacité à venir coder et interroger à partir de lignes de code notre infrastructure qu'on va faire levier au maximum pour pouvoir automatiser nos tests. Donc là, c'était vraiment une petite démonstration simple en ligne de commande, mais on va pouvoir aller beaucoup plus loin après. Donc voilà, donc ça c'était le petit badge que je viens vous de montrer. Donc maintenant, si on pousse le raisonnement un tout petit peu plus loin, on va pouvoir aller un peu plus loin que la ligne de commande, on va pouvoir écrire du vrai code. Donc l'idée d'écrire du vrai code, c'est qu'on va pouvoir s'appuyer sur un peu plus de puissance et un peu plus de capacité de structuration. Donc, par exemple, si je veux qualifier un environnement et que j'utilise un langage Python, par exemple, premier truc que je vais faire, c'est que je vais traduire des exigences de l'infrastructure en éléments de code. Donc, toutes mes exigences, je vais les traduire en éléments de code. Donc, je vais dire, ben voilà, cette machine, elle doit avoir telle taille, cette machine, elle doit être placée dans tel réseau, elle doit être, ce disque-là, il doit être encrypté, etc., etc. Je vais pouvoir écrire mes URS comme ça. Ensuite, à cette classe-là, je vais pouvoir ajouter des éléments de qualification, donc des méthodes. Donc ça, c'est un peu la base de la programmation objet. Donc je vais dire, ben voilà, cette classe, j'ai une méthode test encryption du disque. Et enfin, je vais exécuter une qualification sur une instance de test. Donc ça, c'est ce qu'on fait nous typiquement. Je vais vérifier que mes classes et mes méthodes fonctionnent bien. Et une fois que j'ai vérifié ça, je la publie dans un catalogue. Et une fois que je l'ai publié dans un catalogue, je fais la qualification une fois et je l'utilise autant de fois que je veux. Donc ça, c'est vraiment la stratégie, je pense, la plus avancée qu'on puisse proposer. C'est vraiment de dire, voilà, nous, ADN, pour vous, on va déployer un ensemble de classes qui vont être capables d'interroger n'importe quelle infrastructure cloud. Et puis, on va les valider une première fois. On va vous donner la possibilité d'utiliser ces classes ou de les utiliser pour faire la qualification pour vous. Et on va réutiliser autant que faire se peut des choses qu'on a déjà faites pour aller plus vite, pour qualifier mieux et pour assurer une vraie bonne qualification. Donc en fait, comment ça va fonctionner, comment ça s'est traduit chez nous? Eh ben, ça s'est traduit avec la mise en place, le déploiement d'un outil qu'on appelle ADN Cloud Validation. Donc cet outil, il est là. Et donc il est disponible en ligne, il est sécurisé, etc., etc. Et comment il va fonctionner? En fait, il fonctionne exactement de la manière qui est décrite dans le slide précédent. C'est-à-dire que vous avez une bibliothèque de tests ici.
Donc ici, c'est un ensemble de tests qui ont été développés par nos développeurs, donc beaucoup moi, puis un petit peu d'autres membres de l'équipe. L'idée étant de dire que ici, par exemple, voilà, ici je suis dans un test, je veux déployer, donc c'est un test qui s'appelle CloudTrail Compliance, donc il vérifie qu'un CloudTrail peut être pris en compte, qu'on est bien capable de récupérer les événements, etc., etc. Donc c'est un test qui a été release, donc ça veut dire qu'il est utilisable par des testeurs. Donc là, je suis du côté plutôt développeur. C'est un type AWS, type d'édition. Voilà, donc lui pour l'instant il est libre. Donc ça veut dire que il peut être modifié par d'autres personnes. Je vais avoir ici la possibilité de décrire mon test. Ok. Donc là j'ai une grande description du test. Je vais avoir la possibilité d'écrire les résultats attendus. Et je vais avoir la possibilité de donner des paramètres à mon test. Donc ici, j'ai toujours besoin de clés d'autorisation, de clés d'accès pour accéder au système cloud. La région sur laquelle je travaille aussi, ça c'est très important. Et puis enfin, mon codeur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir écrire ici le code qui va permettre de vérifier, enfin en tout cas d'exécuter mon test. Ensuite, on va venir écrire un certain nombre d'éléments de sortie. Donc ça, en fait, ce sont tous les éléments de sortie que je veux récupérer de mon test et qui vont être, donc qui doivent être visibles pour le testeur, en fait. D'accord? Donc là, je suis parti, donc là, je suis vraiment sur la partie développeur. Donc celui qui met en place le test, qui le développe, qui le vérifie, qui le qualifie et qui ensuite le déploie pour des testeurs. Donc voilà, là, vous avez des entrées-sorties finalement à votre test, un bout de code ici qui peut être plus ou moins compliqué, etc., etc. Donc ça, on va dire, ça c'est la partie vraiment à nous côté ADN où on définit l'ensemble des tests qui sont nécessaires pour faire une qualification complète. Donc des tests, je crois qu'on en a 80, 90, quelque chose comme ça. Si vous vous placez maintenant du côté on va dire de l'utilisateur final ou de la personne qui est en charge de faire la qualification, alors vous avez ici accès à un ensemble de modules. Donc en fait, des modules, il faut juste les voir comme des conteneurs de test. Donc vous pouvez créer votre conteneur de test sur lesquels vous allez venir récupérer des tests existants. Donc moi, par exemple, ici, j'ai un module démo pour ce webinaire ici. Ce que je vais pouvoir faire, c'est venir ajouter des tests à mon module. Donc je dis bah voilà, quand je clique sur ajouter un test, il est capable d'aller chercher dans la bibliothèque de tous les textes qui ont été validés et qualifiés. Et voilà, par exemple, je veux dire, voilà, je vais vérifier que le versionning est en place sur un système de conteneur de fichiers. Je l'ajoute au module. Hop, tac, mon test a été ajouté ici et il est donc disponible à l'exécution. OK? Ensuite, l'exécution du point de vue de l'utilisateur final, bah, elle est très simple. Vous avez ici la possibilité de venir voir votre test en cliquant sur le petit bouton ici. Qu'est-ce qui se passe? Donc, vous retrouvez les descriptions, etc. de votre test, vous retrouvez les descriptions des résultats attendus. Donc là, c'est un test qui fait un truc très simple, qui vérifie qu'une région est disponible. Donc c'est quand même un peu la base. Donc moi, je vais vérifier que la région EUS 2, donc la région de Londres, est disponible. Donc ici, vous n'avez plus accès au code, hein, d'accord? Donc c'est normal, vous êtes du côté du testeur. Vous avez seulement accès aux paramètres de votre test. Donc là, j'en ai qu'un, c'est vraiment un test facile. J'exécute mon test. Voilà, j'ai le petit sablier. Le test est fini. Ça s'est mal passé. Bon, très bien. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Je suis un peu embêté du coup. On peut prendre celui-là peut-être. Donc par exemple celui-là, pareil, je veux vérifier l'état d'une instance.
Donc, je me donne une machine virtuelle à moi qui m'intéresse de venir checker. J'exécute le test. Je l'ai exécuté ce matin, celui-là, pour être sûr d'avoir un test à montrer. Donc, j'ai plus accès au code. Par contre, il va me renvoyer l'ensemble des outputs qui ont été définis avant dans ma librairie de test. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'il m'a renvoyé ce matin? Il m'a renvoyé l'état de la machine, les adresses publiques, les adresses privées, etc. L'adresse MAC de la machine, la zone de disponibilité. Donc ça, c'est vraiment pour qualifier une instance qui est en route. Là, on voit qu'elle est elle est en mode training. Donc l'avantage ici, c'est que une fois que vous avez exécuté votre test, vous allez pouvoir dire bon ben voilà, donc les exécutions je l'ai faites ce matin, 8h50. Donc je vais dire que l'exécution était successful. Donc ok, par exemple, et je vais pouvoir venir ici signer mon test. Donc voilà, on va dire que c'est un test qui s'est bien passé. Je vais venir signer mon test. Donc ici, je vais avoir un petit système de signature où je vais devoir remettre mon mot de passe. Je vais devoir ici dire que je comprends que je suis en train de signer. Voilà. Et une fois qu'il va signer ce test-là, excusez-moi, hop. Alors, une fois qu'il va venir signer ce test, voilà, là il a été correctement signé. Et ben, donc bien sûr, il est plus modifiable parce qu'il a été signé. Donc ce qui est important à voir, c'est qu'ici, il va venir calculer une signature électronique de ce test. Et à ce moment-là, vous allez être capable, ça c'est de venir récupérer une preuve de test. Donc, vous voyez ici tous les tests que j'ai signés, qui ont été signés là. À chaque fois, vous avez ici une preuve de test qui est associée. Donc, ma preuve de test, ça va être un PDF. Donc, par exemple, si je veux récupérer le PDF de cette preuve de test-là, voilà, il va me générer tout de suite mon PDF. Voilà. Donc sur ce PDF-là, vous allez retrouver les éléments essentiels de ce que pour caractériser votre test. Donc la date, l'heure, la signature du test, l'état du test, la dernière exécution. Elle a été signée par, bon là c'était démo développeur ADN, très bien. La description du test, la description des résultats attendus, l'ensemble des paramètres de votre test, les résultats du test, et voilà. Et des logs, s'il y a des logs qu'il est capable de récupérer en phase de ce type de test. Ça dépend. Des fois, on n'est pas forcément capable de récupérer des logs précis. Des fois, on est capable de le faire. Donc ça va dépendre du type de test que vous avez en cours. Donc voilà. Donc le gros avantage de cet outil, c'est que vous pouvez juste déployer très facilement des tests qui ont déjà été qualifiés pour vous. Ça ne vous demande pas de connaissances particulières. Il suffit juste de les instancier et vous allez avoir la possibilité de gérer comme ça très rapidement vos tests de qualif. Donc là, bah, c'est celui que je viens d'exécuter ce matin devant vous. Donc on retrouve voilà, les instances ID, les régions. On retrouve aussi la clé que j'ai utilisée pour me connecter. Et puis voilà, ici vous avez tous les résultats de sortie qui ont été mentionnés précédemment, etc., etc. Donc vraiment, c'est un outil que nous on a développé pour pouvoir mutualiser un petit peu les efforts, parce qu'en fait la problématique c'est que les systèmes cloud ils sont vraiment compliqués, donc il faut avoir cette approche-là de mutualisation des efforts, sinon c'est vraiment trop lourd à chaque fois de venir requalifier complètement une instance from scratch.
Donc, nous, ça nous a permis de monter en compétence, ça nous permet de qualifier bien nos tests et puis de les déployer après. Donc, soit de les réutiliser si on a une demande client qui nous dit voilà, je voudrais requalifier ça avec par exemple sur mon instance à moi, avec mes codes à moi, ou alors utiliser directement cet outil-là avec une plateforme intégrée, avec un système de gestion des tests, etc., des modules de test, et puis un système de gestion enfin, en tout cas de génération de rapports de test qui nous permet de gagner encore plus de temps pour nous. Voilà, donc ce webinaire touche à sa fin. Il est bientôt 11h30. J'essaie de respecter le temps. Est-ce que j'avais d'autres petites questions à vous poser? Voilà. Peut-être je vais vous poser celle-là. Est-ce que vous connaissiez la possibilité d'automatiser les tests de qualification sur le cloud? Et du coup, voilà, j'attends un petit peu vos réponses. Ouais, voilà, je vous remercie d'avoir voté. Donc, si je partage ici, donc c'est du 3 quarts, 1 quart encore, ou 80. La dernière fois, c'était 80-20. Donc, j'espère du coup que vous aurez appris des choses. Je m'excuse si c'est pas très clair ou si je suis allé trop vite. Il y a toujours beaucoup d'éléments sur le cloud. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Si vous voulez me contacter, vous pouvez contacter à mon adresse email que je vous montrerai juste après. Si vous posez des questions sur la façon de déployer votre cloud, sur la façon de le qualifier, notamment sur les méthodes, sur les outils, et que vous avez besoin d'y plonger un petit peu de façon plus détaillée, bien sûr, je prendrai le temps avec vous de voir ça ensemble, parce que c'est des questions complexes qu'on peut pas présenter en 1h30. Néanmoins, j'espère que ça vous aura plu et appris quelques éléments. Donc, le modèle de responsabilité partagée, c'est juste pour faire un bilan avant qu'on se quitte. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est très important à comprendre avec vos personnes, chefs de projet ou responsables IT ou les personnes de la qualité. Il faut vraiment aller regarder en détail les SLA pour se rassurer. Normalement, ils sont assez rassurants parce que c'est quand même des entreprises un peu mastodontes, donc qui sont quand même capables de fournir des accréditations ISO de plein de choses, et ils ont des SLA qui sont quand même qui sont bien faits et sur lesquels on peut s'appuyer. Mais voilà, mais c'est vraiment des documents à demander, à bien comprendre, sinon on ne sait jamais trop où on met les pieds. Pour les aspects généraux du cloud, je pense que pour des équipes qui s'y intéressent, il faut vraiment les découvrir en autonomie avec les équipes qui vont être amenées à travailler sur ce type de projet, les responsables IT. Ces aspects qui sont pas très, je dirais qui sont pas très complexes à appréhender. Les outils natifs pour la conformité GXP, donc tout ce qui est audit trail, monitoring, règles de conformité en continu, ça c'est un petit peu plus complexe à gérer. Vous pouvez le faire tout seul. Ça marche assez bien si vous restez dans les clous de ce qui vous est déjà proposé par votre fournisseur cloud. En revanche, si vous voulez commencer à mettre en place notamment des règles de conformité qui sont un peu techniques, enfin en tout cas qui ne sont pas proposées a priori par votre fournisseur, il va falloir que vous alliez plonger dans les méandres du cloud pour savoir comment on interroge telle ressource. Donc là, de toute manière, vous aurez du code. Et donc, ça peut être intéressant pour vous de vous appuyer sur un prestataire de service comme ADN, par exemple, pour vous aider à appréhender ces concepts-là. Et pour l'automatisation des tests de qualif, là, c'est pareil, ça demande une vraie maîtrise. En général, il faut quand même des équipes de développeurs confirmés. Donc, c'est pour ça que nous, on a choisi de se positionner sur ce créneau-là en apportant des méthodes et des outils, les deux, pour que
pour que ça soit plus facile pour tout le monde, pour que ça coûte moins cher aussi pour tout le monde, et pour qu'on puisse avoir un niveau aussi de qualité hein, dans la prestation des tests de qualification qui soient de plus en plus élevés, parce que du coup, comme on ne refait pas deux fois la même chose, on peut améliorer à la marge des tests qui ont déjà été validés, mais du coup, voilà, avec le même temps ou avec le même coût, on va pouvoir faire mieux que ce qu'on faisait avant, et plus vite et de façon mieux maîtrisée. Donc, moi, je pense que c'est une voie intéressante pour nous et puis pour nos clients. Et enfin, il me reste à vous remercier. Il est 11h29 à mon PC. Donc voilà, je vous remercie vraiment de votre attention. Ce fut un plaisir pour moi de vous présenter ce webinaire. J'espère que j'aurai l'occasion de rediscuter de ces aspects-là avec certains d'entre vous. Voilà, la mission qu'on se donne, nous, c'est de venir vous aider à accélérer dans votre transition digitale parce que, bon, on pense qu'on a une valeur ajoutée là-dessus et voilà, on espère pouvoir la déployer chez vous, la prouver rapidement. Voilà, donc merci à vous, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et puis n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Philippe ou à contacter Megan si vous avez des questions. Nous y répondrons avec plaisir. Voilà, 11h30 pile. Bonne journée.